Merci beaucoup Nicolas. Maintenant, je vous propose de faire un petit voyage dans les lésions associées. Et on va voir à quel point elles conditionnent la prise en charge et comment elles ont fait évoluer notre manière de penser. Donc lésions méniscales et cartilagineuses associées. D'abord un petit rappel d'épidémiologie, et puis on verra un petit peu l'influence sur les stratégies, le diagnostic clinique, s'il y a des spécificités au diagnostic clinique de ces lésions chez l'enfant, et enfin leur prise en charge. Sur le plan épidémiologique, vous savez qu'il y a 3 grands types de ruptures du croisé antérieur chez l'enfant. Une qui est récemment identifiée, vous voyez, c'est le petit enfant, moins de 8 ans, qui a des lésions cartilagineuses pures, et les classiques fractures d'épine tibiale ou éminence intercondylaire, et enfin la rupture intraligamentaire. Donc plus on augmente dans l'âge, plus on aura de lésions méniscales associées. C'est inhérent au type de traumatisme, à l'énergie qui est disséminée dans le traumatisme. Avulsion cartilagineuse du LCA. Alors, c'est des entités, je vous dis, un petit peu nouvelles. J'en profite pour vous montrer un petit peu les signes IRM, parce qu'il faut les connaître. Les signes IRM sont ce signal liquidien au niveau de l'épiphyse, en sous-chondral. Vous voyez cette image en haut à droite. Et enfin, ce signe du double LCP, encore un signe du double LCP, où vous avez la surface cartilagineuse qui, finalement, vient en hyperséquence. Et vous voyez, elle mime ce double LCP. Et puis, si vous ne faites pas le diagnostic au stade IRM, eh bien, vous le faites quelques jours plus tard, avec ces images de calcification d'un fragment autrefois cartilagineux qui s'ossifie. Et dans ces lésions-là, il n'y a pas de lésion méniscale. Maintenant, dans les lésions type fracture intercondylaire, la proportion de lésions méniscales a été diversement appréciée. On disait traditionnellement qu'il y avait très peu de lésions méniscales dans ce type de traumatisme. Et puis, il y a eu quelques publications récentes qui ont montré que finalement, il fallait quand même s'y intéresser de près parce qu'il y a un certain nombre de lésions méniscales rapportées sur cette étude IRM. Donc, il faut vraiment prendre le temps, lorsqu'on fait des réinsertions du massif intercondylaire, pour venir fixer et explorer ces lésions méniscales parce qu'elles existent. Enfin, les lésions aiguës intraligamentaires. Alors, dans ce chapitre-là, évidemment, l'IRM est l'examen de choix, mais il faut bien connaître une spécificité de l'enfant, c'est ces faux positifs sur la corne postérieure du ménisque médial. On a très régulièrement cet hypersignal intraméniscal dans la corne postérieure du ménisque médial qui est fréquemment pris pour une lésion méniscale alors qu'il ne s'agit que d'un reliquat vasculaire. Par contre, les lésions qui sont ouvertes à l'articulation, comme vous en voyez un certain nombre ici, elles sont tout à fait caractéristiques des lésions méniscales et il faut vraiment les prendre en compte. De même que le double LCP, voilà un double LCP, mais celui-ci est lié à une luxation du ménisque médial. On a donc dans ces ruptures intraligamentaires 50% de lésions méniscales associées. Vous voyez, c'est une très grosse proportion en phase aiguë de lésions méniscales et un certain nombre d'études concordent. Alors, il y a des difficultés diagnostiques. Ça, c'est une diapo que j'ai empruntée à Romain sur les difficultés, notamment spécificité et sensibilité du test des tiroirs et des ressauts. Mais surtout, vous voyez que cet examen est complètement faussé par une anse de saut. On le sait bien, chez l'adulte, c'est pareil, chez l'enfant. Quand vous avez une anse de saut luxée, mais vous n'avez plus les tests classiques qui sont pris en défaut. Dans les lésions chroniques du LCA, eh bien, classiquement, il est un certain nombre de papiers, vous voyez, la plupart sont américains, ont insisté sur le mauvais pronostic du traitement conservateur. Donc c'est ce qui a enclenché un peu cette réflexion sur le ligament croisé de l'enfant, incapacité à reprise sportive, apparition de douleurs, instabilité, lésions méniscales et arthrose précoce. Et voilà l'escalier de l'évolution dégénérative. Allez, comme vous le voyez, une première marche qui est l'instabilité. C'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe avant d'être sur cette marche instabilité, mais il semblerait qu'à partir du moment où on a franchi le cap de cet escalier, eh bien, l'évolution, elle se fait assez rapidement, donc les études semblent concorder. Et vous voyez qu'on a des cas tout à fait dramatiques, avec des évolutions, des radios anormales à 5 ans seulement, donc ça va très vite. Vous voyez, cet enfant, il avait 13 ans quand il s'est rompu le LCA, eh ben, il consulte à 23 ans, hein, il a un genou très endommagé. Évidemment, on est très embêté pour lui proposer quoi que ce soit. Alors pourquoi ça évolue très vite? Il y a un certain nombre de raisons à ça. L'hyperlaxité de l'enfant en général. Les enfants sont des hyperlaxes. Vous savez qu'il y a des scores d'hyperlaxité qu'on a été obligé d'ajuster chez les enfants parce que sinon ils sont tous catégorisés hyperlaxes. L'enfant est peu observant, il est sportif pivot contact de tous les jours. Ça, c'est Xavier Cassard qui le dit, c'est vrai. Et il y a des grandes laxités chez l'enfant.
vous voyez, une laxité de 10 mm chez un enfant avec un condyle de 70, c'est pareil qu'une laxité de 14 mm sur un condyle d'adulte, finalement. Donc il faut prendre en compte ces index de subluxation, certainement plus qu'on ne le fait. Alors, on avait travaillé avec Julien Henry il y a quelques années sur des stratégies de prise en charge. Et le but de son travail, c'était de comparer deux groupes de patients rompus à squelette immature et de regarder ceux qui ont attendu la fin de la croissance pour être reconstruits et ceux qui sont reconstruits précocement, c'est-à-dire dans les unités pédiatriques qui étaient la nôtre. Donc, on avait comparé ces deux stratégies dans 2 services lyonnais. Et on s'est rendu compte, que le délai accident-chirurgie péjorait le ménisque médial, peu le ménisque latéral, mais jusque-là, c'est exactement comme chez l'adulte, on l'a vu hier dans les différentes conférences. Par contre, on a vu que le taux de lésion méniscale médiale était sévèrement augmenté dans le groupe qui attendait et le taux de ménisectomie était significativement augmenté dans le groupe qui était en attente. Donc, conclusion de ce travail, c'est qu'il faut se méfier de ce traitement différé en fin de croissance. Et puis nous, on le sait bien, pédiatre, parce que c'est notre lot du quotidien, je dirais, avec toutes ces lésions qu'on rencontre très fréquemment dans ces genoux. Alors j'ai regardé un petit peu dans le service, on a pris 171 genoux opérés et on a regardé un peu la distribution de ces lésions méniscales et vous voyez qu'il y a essentiellement des lésions des segments postérieurs et ce sont des lésions longitudinales pour la plupart. Et si vous regardez bien tout ça, il y a très peu de lésions radiaires. On gère pratiquement pas de lésions radiaires en pédiatrie, ce qui est bien commode d'ailleurs parce que ces lésions sont beaucoup plus complexes à traiter. Et vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de lésions antérieures finalement. Donc on a une égale répartition sur des genoux avec une instabilité chronique. On a une égale répartition entre le ménisque médial et le ménisque latéral. Bon, il y a d'autres études qui sont intéressantes, notamment ce papier qui permet de souligner, j'en ai sorti, le faible taux de lésions chondrales, par contre, observé chez l'enfant. Donc on va parler essentiellement de lésions méniscales, mais vous voyez que les lésions chondrales, on en a très peu. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ces études ? Eh bien, on a eu la très vieille notion, de nos patrons. Moi, j'ai toujours appris ça, le ligament croisé de l'enfant, il ne faut pas y toucher, ça va très bien. Et puis, il y a eu ces études américaines et on est parti du côté dogmatisme chirurgical, il faut opérer les enfants et on voit très bien qu'un certain nombre de papiers américains ne précisent absolument pas l'indication, tout simplement parce qu'ils opèrent tous les enfants avec des LCA rompus. Alors, il y a quand même un énorme biais à ces études, c'est que toutes ces études sur l'évolution péjorative sont des études de chirurgiens, sont des études de patients qui nécessitent la chirurgie. Donc on ne s'est pas focalisé sur les traitements conservateurs, on a sélectionné les patients finalement qui vont pas très bien. Donc c'est un problème. Et puis l'histoire, c'est 2008, KSSTA, justement, cet éditorial, en rapport avec un travail publié par Maukne, les norvégiens, qui publie sur le traitement conservateur de principe de la rupture du LCA. Et l'éditorial, c'est « Est-ce qu'il y a actuellement une place pour le traitement conservateur ?» Donc ça relance complètement le débat. Alors ce travail des Norvégiens, il est très intéressant, mais si on le regarde un petit peu dans le détail, c'est un traitement conservateur de principe pour tous les patients, et puis après, il y a un certain nombre de patients, vous voyez, qui finissent par être opérés. Mais il y a quand même une incidence de nouvelles lésions méniscales qui approche les 20%. Moi, c'est ce que je retiendrai de ce travail. Donc, méfiance vers ces traitements conservateurs à tout prix, initiés de principe. Et très certainement, ce qu'on va voir arriver, c'est un retour de balancier, logiquement, avec des attitudes moins dogmatiques. Et puis, la question, ça va être la chirurgie des croisés de l'enfant, oui, mais pour qui ? Et on assiste à la création d'organigrammes. Maintenant, les équipes font des organigrammes et on trouve ça dans les papiers, dans les chapitres de bouquins. Alors, je vous présente celui que j'avais présenté à la Sofcote en 2004. Pour moi, il est strictement inchangé. Les indications sont les mêmes. Si on a un ménisque à réparer, il faut faire le croisé. Si on a des instabilités
à ce moment-là, il faut refaire le croisé précocement. Mais si on n'a ni instabilité ni lésion méniscale, ça devient sérieusement discutable. Et là, il faut discuter au cas par cas en fonction du contexte, etc. Donc, on ne sait pas bien ce qui se passe là, finalement. Et ça sera un des travaux, probablement, du symposium de la SFA 2017, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce traitement conservateur. Moi, mon impression, c'est que les patients vont bien quand ils sont jeunes. Ils n'ont pas d'instabilité, ils n'ont pas de lésion méniscale souvent. Et puis, au moment de la phase pubertaire, il y a des choses qui changent. On dirait que la puberté est une sorte de virage dangereux pour l'apparition de lésions secondaires. Alors, un petit mot sur le diagnostic clinique, parce que c'est vicieux, c'est particulier chez l'enfant. Le diagnostic clinique, c'est d'abord, quand vous faites l'examen méniscal, recherche de points douloureux. Eh bien, recherche de points douloureux, c'est un test qui est vraiment très peu sensible. Vous avez 54% de lésions méniscales qui n'ont absolument aucune douleur à la palpation sur l'interligne interne. Donc vous voyez que les signes méniscaux, là, pour le coup, le PDMI, il est vraiment pas bon. Le PDME, il est peu sensible, très peu sensible, mais il est spécifique. Il y a quand même 74% des lésions, vous voyez, qui ne sont pas douloureuses à la palpation. Donc c'est quand même, ça laisse à réfléchir. Un examen où vous avez là, vous voyez, il m'est cher ce genou, c'est le genou de ma fille, avec une lésion du ménisque externe, totalement asymptomatique. Et enfin, les manœuvres de McMurray et Greening Test, c'est des tests qui sont modérément fiables, mais uniquement pour le ménisque latéral. Pareil, pour le ménisque médial, ça vaut pas grand-chose. Donc il faut bien retenir que l'examen clinique, il est faussement rassurant chez l'enfant. Et il faut se fier aussi de méniscaux que s'ils sont positifs, finalement. C'est ça, la spécificité. Donc, il faut savoir demander régulièrement, et je pense qu'il faut le faire quand on fait un traitement conservateur, demander des IRM de contrôle en succession pour permettre de suivre ces patients qui, même s'ils nous disent qu'ils sont totalement pas instables. Alors, la prise en charge, bon, les principes de la prise en charge de la lésion méniscale chez l'enfant, finalement, c'est exactement les mêmes que l'adulte. Il n'y a pas de particularité, si ce n'est qu'on peut pousser très loin les indications. Et finalement, l'indication qu'on retiendra, c'est la capacité à mettre un point de suture. Et on peut pratiquement toujours mettre un point de suture, même si le ménisque est dans un état de délabrement considérable, de lésion très complexe. On arrive toujours à mettre des points totaux, on se débrouille toujours pour conserver. Donc c'est l'intégrité des tissus, finalement, qui compte dans la décision de garder ou pas. Puis vous voyez qu'il y a un certain nombre de travaux de Frank Noyce et puis les travaux qu'on avait fait au symposium Softcode 2006 qui ont montré que finalement on était très bon en préservant en zone avasculaire. Donc on fait des sutures en zone avasculaire et ça marche, il faut retenir ça. Pour moi, le gold standard de la suture méniscale chez l'enfant, c'est le in-out. Contre-incision, certes, passage des fils. J'utilise plutôt des fils type mère-suture, c'est-à-dire non résorbables. Et puis après, on peut discuter des protocoles derrière, mais il n'y a pas, on va dire, de grosses spécificités enfant par rapport à l'adulte. Toujours les règles, avivement, voilà le canon Acufex. Après, on peut faire des sutures horizontales ou plutôt des sutures verticales, comme celle-ci, c'est un peu plus judicieux. Mais voilà, en tout cas, c'est la suture qui me semble la plus adaptée dans le segment moyen et postérieur. Évidemment, quand on a une lésion très postérieure, le all inside est intéressant. Quand on a une lésion antérieure, on peut faire d'autres choses. Alors, là, vous voyez ici deux papiers qui soulignent la fréquence des lésions cachées. Ces lésions cachées qu'on peut aller dépister par une voie d'abord postéro-interne. On est en train de terminer cette étude. On a inclus toute l'année là, une cinquantaine de patients. Et on a des résultats tout à fait intéressants avec presque 20% de lésions cachées qu'on ne voit pas sur l'IRM. Donc, on ne les voit pas sur l'IRM, on ne les voit pas sur l'arthroscopie classique par la voie antéromédiale. Par contre, lorsqu'on passe en voie de transéchancrure, vous voyez, on peut aller palper là derrière après avoir mis sa petite aiguille. On peut déplisser la jonction synoviale pour rechercher vraiment une lésion très, très postérieure. Et enfin, on peut passer par la voie postéromédiale, on passe l'arthroscope. On l'a vu, ça a été un petit peu décrit pendant ces journées. Et on peut dépister comme ça des lésions tout à fait vieillies, comme celle-ci par exemple. Alors, en termes de traitement, là, du coup, c'est un autre type de suture. Il faut utiliser d'autres matériaux, d'autres systèmes pour venir accrocher le ménisque et notamment toute la portion synoviale qui a glissé en arrière. Et on peut faire ça avec ces systèmes de suture très particuliers empruntés aux chirurgiens de l'épaule.
Et puis là, c'était juste pour vous montrer aussi qu'il y a une place aussi pour la suture out-in. Des fois, la lésion méniscale n'est pas toujours visible en tant que telle. Quand on a avivé, on se rend compte que c'est un tissu fibreux qu'on avait devant. On passe soit du méniscus mindaire, soit des aiguilles comme ça. On peut doubler et puis on va tirer ce segment antérieur du ménisque. Mais encore une fois, on est peu impliqué dans le cadre de la laxité. On va utiliser surtout cette suture pour les ménisques discoïdes. Donc, conclusion finalement sur ces lésions associées. Quand on a une consultation avec un gamin avec un LCA rompu, chacun voit un peu midi à sa porte. L'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est juste reprendre le sport, qu'on le lâche un peu, qu'on le laisse reprendre le sport, opéré ou non opéré. Les parents, ils sont contents qu'on répare le genou, mais ils ne veulent pas de troubles de croissance. Ça, c'est une évidence, et Romain va nous en parler. Et le chirurgien, lui, il a une obsession, c'est préserver le capital méniscal. Et si on reconstruit le LCA de l'enfance, c'est pour une raison méniscale. Voilà, je vous remercie. Et puis, la suite d'un certain nombre de questions dans 2 ans à Marseille. Romain, je te passe la parole pour terminer sur les complications de cette chirurgie.